Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode de Warhammer Amateur. Pour ce nouvel épisode, on revient aux origines de notre chaîne. Nous repartons sur une bataille Warhammer Fantasy Battle V8. Alors je sais les aficionados de World, restez avec nous, ne vous inquiétez pas. Parce que cette bataille en fait est juste iconique, elle fait partie de notre fin des temps. Elle va mettre en place 5000 points d'hommes lézards qui vont affronter 5000 points de force de cornes, tout confondu, hommes bêtes, démons et guerriers du chaos. Je vais vous laisser avec un petit peu de contexte pour vous rappeler tout ce qu'il se passe dans notre fin des temps. Si jamais vous n'avez pas vu cette session de vidéo et cette playlist de vidéos, vous avez le lien en description juste en dessous. Et vous avez même des résumés qui ont été faits pour vous rattraper tout le retard que vous avez sur ce fil rouge de la chaîne. Mais pour l'instant, place au contexte. Alors que le monde entier ploie sous les assauts des forces du chaos, les forces de l'ordre tiennent toujours. L'Est du monde voit le chaos être pris en étau entre la Oag Grimgor et les forces humaines. Les terres du Sud, malgré la perfidie Skaven, sont lourdement défendues par les expéditions de l'Ordre et la grande Neekara sous la tutelle de Katep. Les elfes d'Ultuan, bousculés par l'assaut total de Malekith, comprennent que le destin de leur île-continent se jouera bientôt, mais leurs plus grands héros n'ont pas encore joué leur carte. Le grand bastion en Cathay et le bastion blanc en Kislev se dressent fièrement et bloquent les forces du chaos dans leurs avancées sur les terres des hommes, des nains et des elfes. Mais si les forces d'Archaon sont pour l'instant bloquées sur ces champs de bataille, il y en a une qui n'a pu être stoppée depuis les premières tempêtes de magie de 2519. Sur le nouveau continent, les Dourkai ont été balayés par la déferlante de puissance de Valkia et de ses armées. Certes, les elfes noirs sont parvenus à tuer la générale grâce au sacrifice de Malus Darkblade fomenté par Malekith, mais ils n'ont pu arrêter les hostes de Khorne. La chasse sanglante n'a depuis pas encore rencontré d'adversaire à sa taille. Les terres gelées et le sud de Nagaroth ont depuis été condamnés à la damnation. En 2525, voyant que le reste de l'échiquier stagnait, le dieu du sang libère l'intégralité de son pouvoir pour prouver qu'il est bien le plus puissant des dieux du chaos. Les hostes de Khorne, ressentant les ordres de leur dieu, se rallièrent à la bannière de deux des plus grands seigneurs du dieu du sang. L'appel du carnage attira à Taurox nombre de créatures avides de carnage. Hommes-bêtes, démons et guerriers du chaos se rassemblèrent bien vite derrière les traces de massacres laissées par le taureau d'airain. Mais c'est bien sûr l'exilé qui, par sa puissance débridée, rallia l'intégralité des forces à lui. Bien que Skarbrand ne soit plus le préféré de Khorne, il est certainement l'aura de destruction condensée la plus présente sur Terre. Sous les impulsions meurtrières du démon majeur, la chasse sanglante sut quel objectif atteindre pour plaire à Khorne, la Lustrie et le domaine du plus puissant des mages Slann, Exoatl. Le grand plan des anciens était perdu depuis leur disparition, mais malgré cette fatalité, Mazdamundi et l'intégralité des hommes lézards suivaient toujours le credo de leur créateur. Détruire le mal, protéger la terre et atteindre la finalité du grand plan, même s'il était oublié. Après les assauts Skaven de 2519 et le retour d'Oxiotul en Exoatl, le premier Slann de la seconde génération avait prévu nombre de possibilités et avait préparé ses forces en conséquence. En effet, les visions dans les royaumes du chaos du skink millénaire avaient permis à Mazdamundi de réfléchir à l'impossible et de planifier sa réponse en temps et en heure. Bien que la réalité se passait déjà différemment de ce qu'avait rapporté Oxiotul, il ne faisait aucun doute que le chaos allait déferler sur la Lustrie. Pour pallier au danger de la vision du skink, Mazdamundi prépara un sortilège similaire aux jeunes races, mais bien plus puissant. La toile géomantique,
bien qu'endommagée depuis la chute des portails polaires, pulsait toujours d'une puissance inimaginable. Elle pouvait toujours être utilisée pour se déplacer à grande vitesse sur la planète, mais grâce à la recrudescence de magie présente, le mage Slann décida qu'il fallait libérer son plein potentiel. Activer les relais de la toile en des points précis non seulement renforcerait les créations des jeunes races comme le Bastion Blanc ou les enchantements de la Grande Muraille catéienne, mais permettrait aussi de protéger l'intégralité de la lustrie, voire de provoquer un raz-de-marée de lumière purificatrice sur des centaines de kilomètres à la ronde. Réussir un tel exploit balayerait les démons de la surface du monde en quelques jours et permettrait aux armées de Lustrie de contre-attaquer à l'échelle mondiale. Mais malgré l'audace de ce plan, le temps manquait. Les hordes de Khorne allaient bientôt pouvoir atteindre des points névralgiques de la toile et Mazdamundi ne put attendre plus longtemps. Déjà, des forces de Khorne étaient parvenues jusqu'au sud de son domaine, traversant ses postes de défense aussi facilement qu'un minotaure à travers un mur de nuages. Pour pouvoir réaliser son plan, il lui fallait atteindre la pyramide blanche, à l'extrémité nord de son domaine, et y réaliser son rituel. Faire cela le ferait prendre position au milieu de l'étau des hostes de Khorne. Pour protéger ses flancs, Mazdamundi décida d'envoyer son plus grand général et son meilleur éclaireur. Kroq-Gar et ses régiments rapides de sang-froid et de monstres tiendraient l'ouest, là où les forces démoniaques étaient les plus lourdes, tandis que Oxyotl et ses immenses groupes de skinks embusqués piégeront et ralentiront les armées de Khorne à l'est. Mazdamundi et le reste de son armée iront, eux, droit vers les lignes de Khorne pour atteindre la pyramide blanche en premier et procéder au rituel avant que la corruption du dieu du sang ne détruise tout. C'est en ce jour d'été 2525 que les armées d'Exoatl rencontrèrent les hordes de la chasse sanglante. Donc voilà, comme vous l'avez compris, une bataille avec de gros enjeux, un scénario avec des règles bien définies, et justement aussi un petit peu de liste d'armées, du plaisir bien sûr. Donc les listes d'armées c'est extrêmement simple, je vous les ai mis en description de vidéo, les liens ALN Battle sont en lien dans la description. Pour être plus simple, on a juste mis donc les profils Mazdamundi et Kroq-Gar en mode End Time, c'est-à-dire que Kroq-Gar possède 8 PV et Mazdamundi 10. Pour le reste, ce sont exactement leurs mêmes règles et leurs mêmes statistiques et aussi leurs mêmes valeurs de points qui sont énormes par rapport à tout ça. Skarbrand et Torok ont littéralement les mêmes stats qu'ils ont en Warhammer Battle qu'en Warhammer Battle End Time. C'est la même chose, sauf que Torok gagne la marque de Khorne. Est-ce qu'il en a besoin ? Non, bien sûr. Tout ça est en description. Voilà, vous êtes intéressé pour savoir les 5000 points. Ils sont disponibles en dessous pour gagner un petit peu de temps dans cette vidéo et cette description de vidéo. Bon, le scénario en lui-même est un petit peu plus complexe en termes de règles de jeu, donc vous m'excusez si je lis mon texte pour ne rien oublier, et pour surtout que vous ayez une compréhension totale de ce qui s'est passé sur cette table de jeu, parce que, vous avez compris, c'est plusieurs tables qui se sont encore une fois rassemblées en une seule. Donc le scénario d'aujourd'hui est le résultat de plusieurs batailles, un petit peu comme la vidéo sur Nuln que vous avez pu déjà voir dans cette série de vidéos. Tout d'abord, de petites rencontres narratives ont eu lieu sur le flanc ouest avec Kroq-Gar qui faisait face à des personnages de plus en plus puissants, tandis que les positions skink, elles, du flanc est, ont été attaquées ou ont porté des embuscades sur les forces de Khorne, obtenant plusieurs résultats extrêmement différents. On a fait énormément de petites rencontres à 500 points et des G2D pour le kiff et la narration de cette bataille centrale qui est l'Host d'Exoatl face à la chasse sanglante. Ces batailles ont été d'une extrême violence, vous en doutez, et elles ont bien toute une incidence sur le champ de bataille. La bataille qui va démarrer, la bataille principale qui va démarrer, verra les 5000 points des forces de Khorne déjà posés sur la table contre seulement 3500 points d'Homme Lézard. Les 1500 points restants, c'est moi qui les ai choisis vu que je jouais Homme Lézard. J'ai décidé de me séparer de 1500 points de mon armée pour représenter les forces envoyées sous les ordres de Kroq-Gar et de Oxyotl pour combattre les armées des flancs. C'est-à-dire que j'ai eu un score à choisir entre 700 et 1500 points à me séparer pour la bataille principale pour justement tenir mes flancs le plus longtemps possible et éviter de me faire submerger par les démons de Khorne, enfin les forces de Khorne. J'ai donc vraiment décidé de mettre le maximum de mes chances sur mes flancs pour éviter justement que des démons majeurs ou des forces de guerriers du chaos ou de mortels arrivent sur la bataille. Donc j'ai décidé volontairement d'empêcher Frametto d'avoir
des renforts sur la partie, donc c'est 5000 points directement sur la table, en me séparant de 1500 points directement dès le début. Donc soit de 700 à 1500, si jamais vous voulez refaire cette bataille, au choix du joueur homme lézard. Ces forces que j'ai envoyées sur les flancs, seuls les personnages avaient véritablement une importance, s'ils pouvaient mourir ou non durant les scénarios annexes. Et si jamais ces forces, donc je choisis de les ramener sur la table, eh bien je ne peux le faire qu'à partir du tour 3 sur un 4+, à partir du tour 4 sur un 3+, etc., etc., etc. Et à voir si les personnages légendaires auront survécu ou pas, ça vous le verrez durant la bataille, bien sûr. Derrière, comment gagner le scénario du point de vue des deux factions ? C'est un fonctionnement plutôt en miroir. Sur la table, comme vous le voyez, il y a 3 objectifs de catégorie homme lézard ou de catégorie force de corne. Ce sont les 2 ziggourats, les 2 pyramides homme lézard et l'obélisque haut elfe, l'obélisque azur. Les hommes lézards doivent avoir Mazdamundi à 8 pas de l'objectif central, non engagé au corps à corps à chaque fin de tour. S'il est à portée et s'il n'est pas au corps à corps, le prêtre Mashlan peut incanter un rituel, son fameux rituel, sur un 2+. Cependant, si un régiment démoniaque, n'importe quel régiment démoniaque, donc guerrier du chaos ou homme-bête ne fonctionne pas, si un régiment démoniaque est à 3 pas de l'objectif central sans être engagé au corps à corps, la réussite de Mazdamundi n'est plus à 2+, mais à 3+. Et si jamais une unité démoniaque, toujours démoniaque, est à 3 pas d'au moins un objectif sur les flancs, la réussite de Mazdamundi passe sur un 4+. Pour que la toile géomantique s'active et que le sort de Mazdamundi prenne forme, il faut faire 4 réussites sur 6 tours. Donc extrêmement difficile pour les hommes lézards, parce que si Mazdamundi est bloqué au corps à corps pendant un tour complet, ils perdent déjà un tour de jet, sachant que plus vous avez de démons sur la table, plus le jet est difficile. Donc déjà, ça va être extrêmement dur d'arriver à faire le rituel. Encore une fois, vraiment, la pression des hommes lézards, enfin la pression des corneux contre les hommes lézards est terrifiante. Hein. Elle est vraiment très 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 puissante, mais on a voulu représenter ça sur le champ de bataille. Après, bon, Mazdamundi a de quoi tanker les lignes adverses, et il y a très très peu de volants du côté des forces de corne, donc tant que la ligne Saurus tient, tant que la ligne de lézard tient, ça devrait faire. Les forces de corne, elles, doivent contrôler les 3 objectifs et impacter le plus vite possible Mazdamundi pour le gêner, vous l'avez bien compris. Mais même ça ne suffirait pas, ça ne ferait que empêcher les hommes lézards de faire leur action. Mais ils ont bien quelque chose à gagner, les hommes lézards, bien évidemment, les forces de corne, bien évidemment. Si les forces de corne détruisent une unité homme lézard à 3 pas d'un objectif, donc de n'importe laquelle des 3, elles marquent 1 point de corruption sur le rituel des hommes lézards. Si les forces de corne arrivent à marquer 8 points de corruption, donc à détruire 8 régiments qui sont au niveau des objectifs, à 3 pas des objectifs, le sort, s'il est réussi, est corrompu. L'affectation, la puissance du sort de Mazdamundi sera corrompue par la corruption de corne. La toile ne sera libérée qu'à une fraction de sa puissance, mais le sort sera tout de même actif. Donc atteindre le 8 pour les forces de corne permettra à empêcher les hommes lézards d'avoir pleinement réussi leur action, mais surtout les obligera à être sur la défensive. Par contre, si les forces de corne atteignent le 8+, enfin le 9+, donc 9 ou plus en termes de points de corruption, le sort de Mazdamundi, s'il est passé, est totalement brisé. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui a été effectif, et ce qui fait que les forces de corne ne sont absolument pas arrêtées, elles pourront continuer leur ravage et aller attaquer Exoatl. Et surtout, si le rituel n'est pas réalisé et que les forces de corne atteignent 8 ou plus, donc si elles font 8 ou plus et que le sort n'est pas réussi par Mazdamundi, il y a un trop-plein d'énergie. Le sortilège est corrompu totalement par les forces de corne. Et le grand bastion de Katay et le bastion blanc de Kislev sont détruits par le trop-plein d'énergie. Ce qui fait que la Lustrie est totalement envahissable et vulnérable, et que les 2 points névralgiques de défense des forces de l'ordre à l'échelle mondiale sont détruits. Voilà. Pas de stress, bien évidemment, vu que c'est moi qui joue à Blizzard. Absolument zéro stress pour cette bataille, vous vous en doutez.
Donc le déploiement lui a été extrêmement classique pour finir un petit peu voilà tout ceci. La magie bien évidemment c'est la magie de la lumière qui a été choisie par Mazdamundi en maître du savoir. Sa machine solaire a été placée pour choisir bien sûr les sorts du domaine de la lumière, vous vous en doutez bien. Bref, tout a été effectif. Nous avons compté bien évidemment la marque de corne pour toutes les forces présentes, donc autrement dit les forces de guerre et du chaos, mais aussi les forces hommes-bêtes. Donc je vous rappelle ce sont des minotaures à faire avec marque de corne. Voilà, si jamais vous n'avez pas encore tout bien compris. Hein. Et du côté des hommes lézards, mis à part les profils légèrement plus boostés de Mazdamundi et de Krogar. Bon, Mazdamundi, ça lui fait quand même 10 PV, endurance 6, invulnérable 4, armure 3. Ça va pas être facile à tomber, mais bon, Skarbrand qui arrive déjà dessus, il va pouvoir se faire un petit plaisir, on ne sait pas, on va voir ce que ça va donner. Mais aussi, on a compté un seul petit bonus en plus par rapport aux hommes lézards, un seul. C'est que les gardiens du temple, j'ai placé dans l'unité visuellement la nouvelle figurine d'AOS en porteur de la grande bannière, même si ça ne sert à rien, vu que le porteur de la grande bannière de l'armée homme lézard, c'est Mazdamundi. On a juste compté le fait que tant que Mazdamundi est en vie, les gardes du temple sont indomptables, enfin sont indémoralisables, comme si Mazdamundi était dans leur régiment, parce que c'est un peu con d'avoir mis des gardes du temple alors que Mazdamundi ne peut pas les rejoindre. Voilà, c'était le seul truc que j'ai proposé à Frametto, il me l'a accepté durant cette bataille. Le premier tour n'a pas été obligatoirement au chaotique, ça s'est fait au dé. C'est moi, en homme lézard, qui a eu le premier tour, enfin qui a eu le choix du premier tour. Et après réflexion, sachant que tout se joue sur le contrôle d'objectifs, etc., j'ai laissé quand même le premier tour aux guerriers du chaos, enfin aux forces de corne. Je vais beaucoup me gourer entre guerriers du chaos, hommes lézards et démons, vous allez voir. Mais voilà, j'ai laissé le premier tour quand même aux forces de corne, parce que je trouvais ça très 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 lord de leur laisser la charge et l'avancée tonitruante. Juste aussi en termes de stratégie pour pouvoir me placer correctement au dernier moment dans les derniers tours 6 si jamais vous avez besoin pour aller choper, empêcher des possessions d'objectifs ou alors tout simplement tenter mon rituel en dernier délai, espérons pas. Bref, la bataille pour la lustrie va commencer et je vous assure que quand vous voyez une force de 5000 points de corne face à vous qui avance quasiment tout minimum à mouvement 10 en marche forcée, c'est terrifiant. C'est parti pour la bataille pour la lustrie. Alors, pour le premier tour de Khorne, bien évidemment que Frametto a fait une avancée générale. Son flanc gauche avec son gros pack de 30 sanguinaires est venu déjà sécuriser l'objectif de l'obélisque aux elfes, tandis que ses chiens de Khorne, eux, sont allés prendre l'objectif de la ziggourate sur le flanc droit. Pour le reste, eh bien, ces unités ont vraiment très très vite rushé. C'est assez terrifiant à quel point c'est assez rapide. Hein. Le broyeur d'âme à 16 pas, les chevaliers à 14 je crois de mémoire, tous les minotaures à 12, etc. C'est avancé très vite, me mettant une pression qui était, vous vous en doutez, assez stressante. Pour ce qui est de la phase de magie, bien évidemment en face il joue Khorne, il n'a aucune capacité de magie, mais cependant, son général étant Skarbrand et ayant des démons dans l'armée, le général de l'armée étant bien sûr Skarbrand en total, on a compté le fait en V8 que les vents de magie amenaient le pouvoir des dieux. Et on commence directement la première phase de magie avec Tzeentch qui tape sur la table. Donc comment fonctionnent les marques des dieux pour ceux qui n'ont pas connu la V8 ? C'est très simple, quand c'est votre tour, vous jetez le nombre de 2 dés. Et à chaque fois que vous faites un score, ça obtient un regard des dieux ou un malus ou un bonus pour votre armée. Et là, ce coup-là, c'est Tzeentch lui-même, voyant l'attrait de Khorne sur cette terre, qui va amener ses yeux sur la table. Tzeentch va nous balancer quelques petites boules de feu du plaisir. Les nuées vont être frappées et perdront un PV, tandis qu'il y aura un superbe hit sur le pack de Skink avec des Kroxigors, où 7 Skinks mourront carbonisés avec un Kroxigor qui pètera un petit PV. Du côté des tirs, pareil, Frametto ne possède que très peu de tirs dans son armée, mais il en possède quand même avec un canon à crâne, l'un des meilleurs canons de Warhammer Battle en V8. Le canon à crâne de Khorne visera aléatoirement, il décide de laisser les dés décider, est-ce qu'il vise Mazdamundi ou est-ce qu'il vise le Stégadon ancestral machine des dieux, et il va viser le Stégadon ancestral, fera un hit absolument parfait sur la figurine et lui retirera 3 PV, malheureusement mon invulnérable de 6 ne passera pas. Donc ça met tout de suite la pression, disons que c'est littéralement la mise en bouche de l'armée de Khorne qui dès le début vient prendre les deux objectifs sur les côtés et vient en plus maximiser au centre bien évidemment des unités. J'aurais pas le choix, il faut de toute façon que j'aille défendre et que j'amène Mazdamundi au centre si je veux pouvoir faire mon rituel. Donc tour 1 des hommes lézards.
Tour 1 des hommes lézards, ma phase de charge va commencer avec des potentielles charges à obtenir. Il a avancé son broyeur d'âme, il a avancé ses chevaliers également, et il a avancé ses écarisseurs. Tout ça est à portée de charge de mes Saurus et de mes Skinks. N'oublions pas qu'à Warhammer Battle, on charge à 2D plus notre mouvement, et non pas à 2D le plus grand, le dé le plus grand et votre mouvement. Donc on peut charger quand même assez loin avec un mouvement de 4. Je déclare une charge avec mes Saurus sur le broyeur d'âme, mes Skinks Kroxigor sur les écarisseurs et mes autres Saurus sur les chevaliers de cornes. Malheureusement, tous mes Saurus vont louper leur charge, mais derrière, les Skinks avec Kroxigor réussiront à aller impacter les écarisseurs de cornes. Malheureusement, ça reste des Skinks, hein. Il va falloir que mes Kroxigor tiennent le plus de temps possible. Pour le reste, j'avance bien évidemment mes unités. Il faut que je sois extrêmement prudent, mais il faut surtout que je lui fasse pas de tremplin, mais j'ai pas le choix. Il faut que j'amène Mazdamundi à portée du décor. Il faut que je sois à 8 pas, donc je suis à portée avec une marche normale. C'est ce que je vais faire parce que je veux faire ma magie. C'est très important que, vu que j'ai un gros niveau de magie, il faut que je la fasse durant cette partie. Je vais également rediriger mes adversaires qui sont frénétiques, rappelons-le, avec mes salamandres qui vont littéralement être là pour attirer les ennemis, hein. Donc j'ai une salamandre qui vient essayer, tenter de rediriger le broyeur d'âme assez maladroitement, je vais pas vous mentir, tandis que l'autre salamandre, elle, vient s'offrir au chevalier de corne à distance, à longue distance, c'est-à-dire qu'elle n'est pas sur une distance d'objectif. Vraiment, je veux réorienter et créer un gros embouteillage sur mon flanc gauche, parce que quand même, Gorgon, écarisseur, chien de corne, chevalier de corne, il faut rediriger tout ça. Pour le reste, eh bien, mes gardiens du temple, mon Bastiladon, mon Stégadon s'avancent et viennent faire un piège avec les Kroxigor pour le gros pack de Minotaur avec Taurox dedans. Et c'est littéralement une des Death Stars, hein, de son armée. Il faut absolument que je réduise ce régiment avant qu'il arrive, et c'est là que ma magie et mes tirs, espérons-le, seront utiles. Donc à la magie, je jette mes jets de dés moi aussi pour savoir quelle est la puissance des vents, et je fais un 6 et un 1. Donc Frametto a 6 dés de dissipation et moi j'en ai 7 pour faire de la magie. Mazdamundi canalise sur 3 dés avec un 6+, et il n'en fera aucun sur cette phase. Donc je vais tenter le regard embrasé de Shem au maximum, donc un des 6 touches force 6 sur les Minotaurs. Je le passe et je fais trop de score pour que je sois dissipé du côté de Frametto. Et je fais 6 touches force 6, 4 PV qui sautent directement sur les Minotaurs. J'en tue un au premier coup. Le regard de Fa, le bouclier de Fa, qui est une zone à 12 pas autour de moi, ferait un -1 pour être touché depuis Mazdamundi, c'est très intéressant. Je réussis ce sort, mais derrière, après Frametto lance tous ses dés, ses 6 dés, et fera un triple 6 en dissipation, donc dissipation automatique. Mais il me reste encore 2 petits dés. Je lance la machine solaire de mon Bastiladon sur les Minotaurs. À un seul dé, je réussis à faire mon sort, et je fais le 6, encore une fois, 2 des 6 touches, force 6, sur les Minotaurs en face de moi, avec en plus -1 de CC pour le tour prochain. Heureusement pour Frametto, je fais seulement 3 PV sur les Minotaurs, mais c'est quand même toujours intéressant. Et enfin, avec un seul dé encore, je tente la machine solaire du Stégadon, et je la réussis. Elle fera un des 6 touches force 4 sur les Minotaurs et explosera encore 3 PV. Elle fera 6 touches derrière sur les massacreurs en ligne de lumière, mais ne fera aucun dégât avec leur armure de 2+, malgré ma force de 4. Ça fait très très mal, alors 1+ qui descend à 2+. Donc ça, c'était ma magie, qui est quand même vachement bien. J'ai retiré 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 PV dans le pack de Minotaur, c'est quand même vachement utile. Mais ce n'est pas fini, parce que j'ai encore quelques petits tirs empoisonnés. Le Stégadon et le Bastiladon possèdent des skinks avec des javelines empoisonnées. Je tire également sur les Minotaurs, et je retire encore 3 PV sur ce régiment qui n'a au final très peu d'armure. Donc j'ai réduit le régiment de 7 Minotaurs plus Taurox à midlife, et j'en suis plutôt content. Au corps à corps, par contre, ça sera pas la même, hein. Les Kroxigor contre les écarisseurs. À Warhammer Battle, l'initiative ne change pas selon les charges. Ça reste donc très compliqué. Frametto, avec sa grosse initiative de sanguinaire en coup fatal, n'oublions pas, visera mes Kroxigor et va m'enlever avec les écarisseurs 6 PV dans les Kroxigor, donc ils m'en tuent 2 sur 3, ça fait très très mal. Les Skinks feront 3 PV quand même sur les écarisseurs, parce que les attaques empoisonnées plus les Kroxigor, ça fait toujours mal. Le dernier Kroxigor fera aussi un dernier petit PV. Bref, je perds malheureusement ce combat difficilement, mais je tiens grâce à mon flegme. Mais ça reste très compliqué là.
J'ai tenté de passer à travers les écarisseurs en fait. Malheureusement, j'avais pas le choix, il fallait que je lui mette la pression un petit peu aussi. Et tenter de traverser ça pour aller impacter après derrière les chiens et éviter le gorgon, ça aurait été parfait. Malheureusement, les jets n'ont pas été avec moi. N'oublions pas que sur toute la table, tant que Skarbrand est en vie, tout le monde a la haine. Et ça, c'est important. Monsieur Skarbrand amène la haine à tout le monde sur la table tant qu'il est encore en vie. Et ça fait très mal contre des corneux. On est à la fin du premier tour. Les démons n'ont marqué aucun... Enfin, les forces de corne n'ont marqué aucun point de victoire vu qu'ils n'ont détruit aucun régiment à 3 pas d'un décor. Cependant, Mazda Mundi, comme je l'ai dit, est à portée de l'objectif central. Alors, malheureusement, il y a des démons à portée aussi de chacun des décors sur le côté. Autrement dit, Mazda Mundi ne peut canaliser son sortilège que sur un 4 ou plus. Et je réussis mon 4 en fin de tour 1. Il me reste encore quelques réussites à faire pour y arriver, mais c'est pas encore fait. Et il m'en faut encore quelques-unes. Donc au moins je commence avec une réussite, c'est déjà ça dès le tour 1, ça m'arrange. Tour 2. Tour 2 de corne. Alors là, bien évidemment que c'est parti pour le pugilat. Les foules unités frénétiques vont y aller. Déclaration des charges du Gorgon sur les skings, des chevaliers sur la salamandre pour les rediriger. Les minotaures auxquels j'ai donné les nuées devant pour tenter de les ralentir ou en tout cas de les rediriger vont se faire un petit peu de plaisir. J'ai pas le choix, il faut que j'envoie ça. J'espère au moins le tanker sur mes PV. Espérons qu'il ne fasse pas trop de touches. Derrière après, Taurox, les Minotaures qui l'accompagnent et le Broyeur d'âme, comme je vous disais, j'ai un peu mal réorienté le Broyeur d'âme, vont charger sur les gardiens du temple au centre de ma ligne, à côté des monstres, et vont tous réussir leur charge. Tous les corneux frappent la table, ils chargent d'une façon tonitruante et ça fait assez peur. Les massacreurs s'approchent de l'objectif central, les sanguinaires avancent également encore un petit peu sur le flanc gauche, Skarbrand se déplace au centre avec le gros pack de sanguinaires et le canon reste à position vu qu'il est déjà très bien placé pour sa phase de tir. À la magie, encore une fois, les dieux du chaos regardent la table et ce coup-là c'est Korn lui-même qui regarde la table avec un 9. Oui, la magie c'est 9 pour Korn, c'est pas 8, mais c'est pas grave. C'est le livre d'armée de la V8. Et heureusement pour moi, toutes mes unités seraient touchées sur un 6. Et heureusement, Frametto n'en fait aucun. Donc pas de crâne enflammé descendant du ciel, très très puissant sur ma tronche et ça me va très bien. Pour la phase de tir, le canon va viser le flanc des Croxigores qui sont juste en face du Stégadon. Alors, c'est un peu dangereux parce que s'il gère mal son tir, il va aller toucher Torok jusqu'à l'autre côté, mais Frametto a énormément de chance, il touche parfaitement et le rebond du boulet s'arrête à un pas du corps à corps où il y a Torox. Donc pas de danger, mais bon, comme il le disait, c'est Korn, qu'importe d'où vient le crâne, il sera content de le recevoir. Il me fait un hit parfait dans les Croxigores, il me retirera 5 PV dans les Croxigores centraux, m'en retirant donc 1 et 2 tiers. Ça fait très très mal, mais c'est toujours là, heureusement ils ne s'enfuiront pas là-dessus. Pour ce qui est des corps à corps, bon, je vais vous économiser un peu de temps, mais la pauvre salamandre se fait absolument oblitérer, mais sans rapporter de points à mon adversaire, vu qu'elle n'est pas apportée d'un décor. Du côté du Gorgon, plus les écarisseurs sur les skinks, alors là, il n'y a même pas de choix, hein, le Gorgon arrivant et décapitant absolument presque tous les ennemis face à lui. Mais grâce à cela, le Gorgon étant frénétique, les chevaliers également, ça provoque un petit peu une espèce d'embouteillage. Il n'y a que les écarisseurs qui vont tenter de se refréner et de se reformer. Mais mon plan fonctionne malgré le fait que j'ai donné un point de corruption à Frametto en y envoyant mes skinks et mes Croxigores. J'ai essayé de passer à travers, je n'ai pas réussi malheureusement. Mais bon, au moins l'embouteillage est créé et ça me va très très bien de ce côté-là. De l'autre côté, les Minotaures contre les nuées, et j'avais oublié le principe, encore une fois, il y a beaucoup de choses à prendre en compte à 5000 points, mais les touches d'impact, plus les piétinements, plus les attaques relançables avec la haine de Skarbrand, bah ça rigole, 0, hein, les Minotaures m'ont défoncé mes nuées, même si ce sont des Minotaures qui ont 2 armes et pas armes lourdes, bah alors là, force 5 sur de la nuée, c'est parti direct, et les Minotaures vont donc percer légèrement la ligne de 4 pas, mais empochant un second point pour les démons de Korn, vu qu'ils ont détruit un ennemi à portée d'un décor. Peut-être une bêtise de ma part, mais c'est pas grave, hein, on est là pour en faire, et il faut que je tente de ralentir. Mais au moins, elles ont bien bait mes nuées, et là, les Minotaures sont à portée, soit de Mazda Mundi, soit de Messorus. Je vais peut-être pouvoir tenter quelque chose.
Du côté de Taurox ainsi que ses Minotaures et le Broyeur d'âme contre mes gardiens du temple. Mes gardiens du temple, bien évidemment, vont prendre leur hallebarde, mais en face, les Minotaures, ils ont armes lourdes. Donc les touches d'impact vont quand même me faire peur. Taurox faisant quand même pas mal de touches d'impact, mais avec tout ce qu'il y a, je ne vais avoir qu'un seul mort avec tous les Minotaures et Taurox en touche d'impact. En même temps, j'ai réussi 3 invulnérables 6+, j'ai de la chance. Et mes gardiens du temple qui vont frapper avant les Minotaures par leur initiative frappe en dernier, contrairement à la mienne qui est initiative 3 grâce à la machine solaire qui est à côté, et bien là je vais réussir encore une fois grâce à la haine de Skarbrand à one-shot les 3 derniers Minotaures du régiment de Taurox dans une déferlante de pouvoir des anciens, c'est très très beau. Par contre après derrière entre Taurox et le Broyeur d'âme, je vais perdre 8 gardes du temple, mais malgré cela eh bien, j'ai toujours plus de bonus et j'ai plus fait de dégâts à mon adversaire qui ne m'en a fait. Taurox et le Broyeur d'âme vont tester, mais les deux vont tenir. Taurox ne peut pas faire sa frénésie de toute façon, donc qu'importe. Mais j'ai réussi à tanker Taurox, ses Minotaurs, sa Death Star qui n'est donc plus maintenant que tout seul, et le Broyeur d'âme avec un seul régiment, et ça fait plaisir. Tour 2 des hommes lézards, la charge, bien sûr, les charges. Les Saurus qui ont loupé leur charge sur les chevaliers tout à l'heure vont devoir maintenant charger les Minotaures et essayer de passer à travers ce régiment. Il y a un gros embouteillage qui est passé sur leur côté, mais il va falloir du temps pour que les corneux arrivent. Et si je peux aller bloquer Skarbrand d'un côté en lui envoyant un pack où il y a des personnages, où il y a du chef de régiment, etc., pour qu'il perde son temps contre de l'indomptable, bah ça me va aussi. Donc il faut par contre que je passe à travers les Minotaures qui sont face à moi. Ça sera pas dit, mais je tente ma charge, je la réussis. Du côté du corps à corps du Broyeur d'âme et de Taurox, j'envoie en renfort le pack de Saurus avec le personnage et aussi le Stégadon en charge avec ses touches d'impact sur Taurox, ainsi que les Kroxigors qui sont de flanc, question d'y amener un petit peu de soutien. Du côté du mouvement, Mazdamundi vient au centre de l'objectif et la salamandre qui s'était placée en redirecteur du Broyeur d'âme et qui a échoué malheureusement sa redirection, voit les guerriers de cornes qui ont suivi derrière approcher. Elle va se déplacer et se mettre à portée de l'objectif de l'obélisque pour cracher un petit coup dans les sanguinaires et leur souhaiter la bienvenue cordialement. Du côté de ma magie, il faut que j'en ai une bonne parce que là j'ai avancé Mazdamundi, il a en vue le canon, il a en vue Skarbrand, il a en vue le Gorgon, les chevaliers. Il faut absolument que je fasse très très mal à la magie à ce tour-là pour affaiblir un peu les ennemis parce que mes renforts sont encore loin d'être arrivés. Et je fais 2 et 1 en réserve de magie, c'est le pire moment, en gros les vents de magie se tarissent. Korn a soufflé les vents de magie, j'aurais pu faire double 1 mais là j'ai fait 2 et 1, j'ai que 3 dés et en plus je ne canalise aucun de mes pouvoirs avec Mazdamundi, c'est assez terrible. Donc je tente à un seul dé le regard de Shem sur le canon avec Mazdamundi, je le réussis, Frametto le laisse passer et je ne fais que 2 touches force 6 qui font un double 1 à la blesse, c'est terrible, j'ai vraiment pas de chance. Et derrière après, le Birona est tenté sur les Saurus qui affrontent les Minotaures pour qu'ils aient la frappe toujours en premier. Et bien évidemment, ce coup-là, Frametto me fait un double 6 en dissipation. Terrible, la magie ne passe pas au tour 2, c'était pas le moment. Au tir, la salamandre va cracher sur les sanguinaires. Elle fait un très beau souffle de 19 touches avec 13 blessures et seulement 8 morts avec des sauvegardes d'armure invulnérables à 5+, que Monsieur Frametto est champion. Il en sauve quand même 3, 4, 5 sur 13. Il fait un très beau jet, mais c'est Monsieur Frametto, il est connu pour ça. Au corps à corps, Taurox avec le Broyeur d'âme contre des Kroxigors, des Guerriers du Temple, des Saurus, le Stégadon. Le Stégadon en touche d'impact, bien évidemment, impacte Taurox et lui fait 2 PV cash, ce qui est toujours intéressant. Taurox va frapper les Kroxigors qui sont à côté de lui parce qu'il a toujours la haine avec eux, avec ses très nombreuses attaques, mais j'ai du pot, il fait pas mal de 1 pour blesser, et au final il me restera un seul Kroxigor à 1 PV, très durement atteint par la violence quand même de Monsieur Taurox, grâce à la haine en plus qui avait quasiment passé toutes ses attaques, mais ça suffira pour lui mettre 3 petites quiches force 7, sachant qu'il a une armure à 1+,
Ça peut être très sympa. Derrière après, le broyeur d'âme va être impacté par mon personnage qui va lui mettre 2 PV avec son arme à plus 2 de force. Derrière après, il va me retirer 1 PV sur mon personnage et le broyeur d'âme va perdre un dernier petit PV avec les Saurus qui lui font quelques grappillages d'attaque. Les skinks du Stégadon vont tenter de frapper Torox, il ne fera rien. Le Stégadon tentera de frapper Torox et ne fera rien. Et il reste le Croxigore pour toucher Torox. Torox a une règle spéciale, c'est un personnage avec... il est recouvert d'airain par Korn lui-même, mais le coin de sa gorge n'a pas d'airain, c'est littéralement le talon d'Achille. Et la règle spéciale de Torox, c'est que si vous faites un 6 pour le toucher, gardez ce dé. Si vous relancez à la blesse et que vous refaites un 6, eh bien, s'il loupe sa sauvegarde d'armure avec cette blessure-là spécifique, il est one-shot parce que vous l'avez atteint à la gorge. Je jette donc mon jet, je fais 2 touches à 6 sur 3 avec le Croxigore de côté. Et les réactions en direct sont toujours mieux. Donc, j'ai fait 2-6 pour toucher Torox avec mon Croxigore. Il suffit que j'en refasse un seul et il est one-shot par sa règle spéciale. Et toi là-dedans. J'ai une chance sur je sais pas combien. Allez, c'est parti. Oui. Donc après réflexion, il faut réussir la sauvegarde d'armure pour qu'il soit one-shot. Donc t'as moins 4 quand même à la sauvegarde d'armure. Ça te fait une combien ? 5. Allez, 5. 5 plus. 5. Tu aimes Non. ça ? Si, c'est une 5. C'est un champion des 5, hein, Frametto, je vous le rappelle. Si, c'est ça, hein, moins 4. T'as une 1 plus si tu la passes. Ah. Et il est mort, il lui restait 4 PV, il est one-shot. Bouh. Et voilà comment on one-shot un personnage de Korn avec du skill. Bon, heureusement que je l'ai frappé avec une force 7. Hein. On se rappelle que les Croxigores ont arme lourde en force 5. Donc force 7 du Croxigore. Belle surprise de la mort de Torox. Merci Céléphane pour ce beau cadeau, mais malheureusement, il est sorti, il est venu et il n'a pas vaincu. Mais c'était très très beau de le voir sur la table et de voir sa puissance quand même. Mais voilà, désolé, mais la règle spéciale du personnage, pour une fois en plus qui est applicable, qui est pas facile à faire, c'est super sympa. Le combat donc est entre guillemets tanké. Hein, 3 Saurus seront tués par le broyeur d'âme au piétinement. Mais derrière après tout est percé. Le Croxigore va réussir à percer la ligne pour tenter de charger, mais malheureusement va se faire un petit peu ralentir par son moque de jet. Le broyeur d'âme va tomber à l'instabilité, empêchant d'ailleurs la charge des Saurus sur les guerriers du chaos derrière. Mais c'est pas très grave, c'est là pour ça. Ça fait quand même mal, mais c'est beau de voir que Torox vient de mourir. On apprécie. Ça tient sur mon flanc droit pour l'instant. Le Stégadon, lui, va percer la ligne à travers cela parce que Torox vient de mourir alors qu'il est en train de charger. Et donc va aller impacter les massacreurs derrière. C'est pas trop... Enfin, ça peut faire mal, mais ça reste des massacreurs. Sachant qu'il est déjà blessé à cause du canon, je suis pas serein. Mais c'est pas le dernier corps à corps. Le dernier corps à corps étant bien sûr les Saurus contre les Minotaures. Je vais perdre 5 Saurus dans la riposte des Minotaures qui ont une meilleure initiative que moi. Mais par contre, après, les Saurus vont faire 10 PV aux Minotaures, dont 6 prédations qui sont passées à ce moment-là. Ça fait extrêmement mal. Et derrière, en plus, les Minotaures vont échouer leur test de commandement et s'enfuir, mais peu s'enfuir que de 4 pas. Et mes Saurus vont les rattraper et les massacrer. Les Saurus donc percent la ligne des Minotaures et j'aurais souhaité qu'ils impactent Skarbrand, mais ils échouent leur poursuite à aller jusqu'à Skarbrand. Mais c'est pas grave, ils sont devant lui. Skarbrand ne peut pas voler, hein, c'est sa règle spéciale. Ce qui fait que là, mon pack de Saurus s'est avancé, vient de percer légèrement la ligne avec l'embouteillage qui est sur leur côté. Ils sortent de l'axe de vue. Il reste donc par contre Papa Skarbrand juste en face à la fin du tour 2. Pour le tour 2 de Korn, bon bah comme je l'expliquais durant le tour 2, il a marqué 2 points de corruption, les nuées et les skinks, avec leur Croxigore ayant été tués proche d'un décor. Et de mon côté, je tente à nouveau le 4+, hein, pour tenter de passer mon rituel. Les chiens de Korn possédant toujours la ziggourate et les sanguinaires, ils ont toujours apporté de l'obélisque. Je teste à 4+, et malheureusement j'échoue ce coup-là. Je reste à un seul point et 2 points pour Korn. Mais d'autres charges arrivent, je n'ai fait que gagner du temps. Tour 3 de Korn.
Tour 3 de cornes, on y retourne, hein, c'est des frénétiques, ils y retournent. Les guerriers du chaos foncent sur le pack de Saurus qui est en phase 2. Le canon plus Scarbrand, et oui, hein, il a bien placé son canon char démoniaque, viennent charger mon pack de Saurus et les sanguinaires viennent se venger de leurs 8 morts sur la salamandre. J'aurais pu m'enfuir, mais je sais pas, j'y ai cru. J'y ai cru, je suis resté sur place. C'est pas grave, c'est pas grave. Ça met de la pression, ça met de la pression. C'est toujours intéressant. Au mouvement, les chevaliers, le gorgon, les écarisseurs reviennent au centre, les chiens restant à protection de la ziggourate, et les sanguinaires, eux, se reforment parce que des bruits de cavalcade parviennent à l'arrière des lignes démoniaques. À la magie, c'est au tour des démons d'avoir les vents de magie qui s'étouffent complètement, c'est un double 1. Tous les démons de la table qui vont devoir faire un test de commandement ou perdre des PV en rapport à la différence entre leur commandement et les G2D. Et la Frametto nous montre à quel point les démons n'ont rien à faire vu qu'aucun PV ne sera perdu avec un double 1 sur une table démoniaque. C'est beau, c'est beau, c'est beau pour Frametto. Il n'y aura pas de tir vu que son canon est au corps à corps, donc on passe directement au corps à corps. La salamandre contre les sanguinaires, bon là aussi hein, j'y ai cru mais j'y ai trop cru, on est bien d'accord. Elle se fait one shot, ce qui fait que les sanguinaires peuvent percer la ligne. Et oui, j'ai vraiment mal joué là, encore une fois ça fait ma deuxième erreur. Bon autant les nuées c'était juste parce que j'ai mal calculé, autant là c'est vraiment j'ai vraiment fait de la connerie. Tant pis pour moi, hein, c'est pas grave. Les sanguinaires vont percer la ligne et aller impacter derrière les Saurus pour aller aider les guerriers du chaos qui viennent de les charger à l'instant. Ça fait peur, très très peur. Le corps à corps des sanguinaires et des guerriers du chaos contre les Saurus va se solder par un massacre abyssal en faveur de Frametto. Le personnage au milieu de mes Saurus va réussir à se faire tuer avant même de frapper. Les guerriers du chaos de cornes vont presque faire un perfect en touche et en blessure. Incroyable jet de Frametto sur ce coup-là. En plus, quelques coups fatals qui passent avec les sanguinaires. Bref, je n'ai aucune chance de frapper et de faire correctement des dégâts. Je crois que je fais que 3 guerriers du chaos tués et un seul sanguinaire tué. C'est assez catastrophique, ce qui fait que je perds complètement le combat. Je m'enfuirai et je serai même rattrapé par les guerriers du chaos qui percent la ligne sans heureusement provoquer de panique. Du côté des massacreurs contre le Stégadon, le Stégadon ayant percé la ligne et ayant chargé, il leur met des touches d'impact et va buter un massacreur solo. Et derrière, la riposte de Agrox et du dernier massacreur eh bien, va tout simplement retirer un seul PV au Stégadon. Heureusement que je passe deux armures invulnérables enfin une armure et une invulnérable pour ce corps à corps là. Donc ça fait très mal, ça fait très mal. Du côté du canon et de Scarbrand, alors bien sûr j'envoie en défi, parce que Scarbrand bien sûr lance un défi, j'envoie en défi mon chef de régiment qui se fait littéralement atomiser hein, au corps à corps, et 4 Saurus seront tués par les touches d'impact et le char. Je retirerai seulement un PV au char, mais heureusement mes Saurus sont indomptables, il me reste encore un personnage, ça tank, pour l'instant en tout cas. Tour 3 des hommes lézards. Tour 3 des hommes lézards, j'ai jeté mon dé pour les renforts et Kroggar arrive. De la jungle résonne le hurlement de Grimlock et arrivera en renfort Kroggar et les restes de son armée qui tentaient de protéger mon flanc ouest. Il est victorieux, il n'a subi aucun dommage coup fatal. Il a quand même affronté un héros de corne sur trône de sang en 1 by 1, la one shot alors qu'il n'a pris aucun dégât. Il a affronté un prince démon de corne et a subi 3 PV en retour avant de dégommer le prince démon. Et il a affronté un buveur de sang de corne et s'en est sorti avec moins 5 PV quand même. Il a eu très très mal, mais derrière après a également détruit cet adversaire. Donc il est revenu ici full PV sur la table, question qu'il y ait un petit peu de challenge, vu qu'on veut quand même faire le défi hein, Kroggar contre Scarbrand. On va voir ce que ça donne, même s'il a quand même pas beaucoup de chance. Il est quand même là pour ça. Scarbrand entend derrière lui arriver Kroggar sur son Carnosaure, accompagné d'un Troglodyte, de 3 Entérodactyles et de 10 chevaliers sans froid, qui arrivent en phase de renfort, je le précise bien, et non pas en phase pour charger. Donc, je n'ai pas beaucoup de charges à tenter sur ce corps à corps là et sur ce tour 3. Je préfère en fait monopoliser mon emplacement et me reverrouiller. Je crois en ma bonne étoile.
J'ai pas eu beaucoup de chance depuis le début là dans la partie, la magie qui est pas forte. Mon flanc droit qui était pourtant fort se fait enfoncer par une double charge que je n'ai pas vue. Surtout que les sanguinaires se sont reformés vu qu'ils ne pouvaient pas poursuivre une seconde fois. Donc ça fait assez peur, mais c'est pas grave. Mes renforts sont arrivés, j'ai confiance. En mouvement, donc, je ne fais aucune charge. En mouvement, Mazdamoudi vient vraiment se coller, se protéger vers le décor central pour continuer le rituel et tenter le tout pour le tout. Les gardiens du temple viennent justement se placer vers les chevaliers pour pouvoir, on va dire, faire un peu peur aux chevaliers de corne en face. Le Bastiladon reste à portée du Gorgon. Le Croxigore, lui, va tenter de s'approcher un petit peu des sanguinaires parce qu'il est tout seul. Il faut surtout que je l'emmène loin des décors vu qu'il a plus que 1 PV tout seul dans la pampa. Mes chevaliers de sang-froid vont doubler les sanguinaires pour surtout pas se mettre en face d'un régiment qui a full coup fatal. Ça serait assez dommage. Tandis que le Troglodyon, les Entérodactyles et Kroggar viennent se mettre hors de portée de vue des écarisseurs, des chiens de corne et du Gorgon et préparer le tour 4 pour une charge tonitruante. Du côté de la magie, je fais un double 4 et une canalisation de Mazdamundi enfin. Donc j'essaie de tout balancer sur les chevaliers de corne. Je balance le regard embrasé de Shem au maximum sur les chevaliers. Et malheureusement je fais que le 1 pour toucher en nombre de touches. Donc je ne tuerai qu'un seul chevalier de corne en face de moi. Le regard embrasé de Shem de Kroggar qui vient d'arriver, qui en possède un aussi, est lancé aussi sur les chevaliers mais il loupera sa phase de magie. Derrière, après, je vais tenter le bouclier de Fa en zone, donc à 12 pas autour de Mazdamundi. Tout le monde à -1 pour être touché par l'adversaire, sachant que là, beaucoup de haine n'est plus disponible. Ça va plutôt être pratique. Je réussis mon sort. Et Frametto me refait un triple 6 en dissipation, c'est terrifiant. Et enfin, ma machine solaire à 1D sur les chevaliers est tentée. Et je ne ferai rien. Je réussis mon sort, mais c'est que de la force 4. En face, c'est de l'armure à 1+. Donc il passe à 2, il n'a aucune perte. Terrible, absolument terrible. Au corps à corps, le Stégadon qui affronte les massacreurs. Le Stégadon lui reste 2 PV, les massacreurs, il y a un personnage dedans et il y a un dernier chef massacreur. Et ben j'avais oublié, tout le monde avait force 5 là-dedans. Et tout le monde force 5 avec une CC améliorée à la mienne, ça fait du 3+, 5+ pour me blesser. Et le Stégadon ancestral a plus que 2 PV, se fera tuer en échouant lamentablement mes 2 sauvegardes d'armure et mes 2 invulnérables alors qu'il m'avait blessé que 2 fois. Le Stégadon meurt minablement et c'est là encore une fois que je me dis mais qu'est-ce que j'ai fait? C'est terrible ce qui se passe parce que là, Frametto à l'occasion, soit Mazdamundi reste en position et il a une chance de venir le cliquer avec les massacreurs, et là c'est terrifiant. Soit il retourne son régiment pour le tour 4 et voit mes chevaliers à portée. Et là Frametto se dit non, Mazdamundi pour l'instant je ne peux pas le choper, il y a encore un petit peu trop de monde qui arrive derrière moi. Et en fait là Frametto décide de retourner ses massacreurs de cornes vers mes chevaliers, ce qui au final sert de bait, parce que j'ai quand même confiance dans ces chevaliers, ils ont quand même une bonne armure, mais surtout, je suis hors de portée du décor, ça fait un peu bait, mais c'est le but. J'envoie des sacrifices pour qu'en fait, tout simplement, voilà, dans mon erreur, c'est pas si grave que ça. J'ai peut-être trop avancé mes chevaliers à sang-froid, mais au moins, ça pourrait écarter les massacreurs de ce corps à corps-là, et surtout de l'objectif central, et ça pourrait m'arranger. Au corps à corps, pour finir, Skarbrand et le canon vont continuer leur massacre, hein, j'ai pas d'autres mots. Je vais perdre un Saurus avec le char. Mon héros qui est là dans le régiment que j'ai même pas eu le temps de nommer se fera absolument oblitérer par Skarbrand. Derrière à la riposte, je ne ferai rien au canon avec mes Saurus. Heureusement, encore une fois, mes Saurus sont toujours indomptables et ne bougeront pas. Ils auront tenu un tour complet contre Skarbrand et un canon qui les prend de flanc. Mais là arrive toute la cohue de cornes. Ça va être très très dur pour eux. Mais c'est quand même la fin du tour 3. Fin du tour 3, les corneux avec la mort de la salamandre vers les sanguinaires au flanc gauche et surtout la mort du Stégadon où j'ai loupé mes armures au centre marquent 4 points de corruption à la fin du tour 3. Et de mon côté, je dois tester à 4+ pour le rituel de Mazdamundi qui est toujours pas au corps à corps. Et heureusement pour moi, je réussis mon 4+. J'en suis à 2 points pour 4 du côté de Korn.
Pour l'instant, on est équivalent et c'est tendu, mais vraiment, là, ça va être le Makora ou surtout la grande charge de Khorne et ça va pas être drôle. Donc tour 4 de Khorne. Tour 4 de Khorne, c'est les charges. Les massacreurs libèrent leur rage et chargent les chevaliers. Le Gorgon, les chevaliers, les écarisseurs, tout le monde se jette sur le pack de Saurus qui a osé tanker Skarbrand pendant un tour. Alors là, ça va être absolument terrifiant. En termes de mouvement, la reformation des guerriers du chaos de Khorne vers le centre, les sanguinaires eux-mêmes qui protégeaient le Ziggurat au centre, voient arriver Kroq-Gar, voient arriver les chevaliers et préfèrent monopoliser le flanc des chevaliers au cas où les massacreurs soient repoussés, ou en tout cas tankés. Ça fait quand même peur. Voilà, vraiment c'est assez terrifiant de voir à quel point la violence de Khorne est presque inarrêtable. Surtout que là, c'est encore que le tour 4. Pour ce qui est de la magie, un 4 et 2 sera sur la table. Donc c'est Nurgle qui tapera, mais rien ne se passera. Au tir, rien ne se passera non plus. Au corps à corps, les massacreurs contre les chevaliers. Eh ben, j'ai pas de chance aux armures. Voilà, j'ai pas d'autres mots. J'ai vraiment pas de chance aux armures. Je perds 6 chevaliers sur sang-froid. Vraiment, c'est assez terrible parce que je crois que sur une armure à 4+, je les loupe toutes en fait. J'ai vraiment pas de chance. Derrière après, je frappe avec tout ce que j'ai, avec mes chevaliers de sang-froid qui font en plus des prédations derrière contre les 2 derniers massacreurs, enfin le massacreur et Agroth. Je vais faire en tout 11 blessures. C'est vachement bien, 11 blessures avec toutes mes attaques. Il y en a 2 par tête de pipe à chaque fois, plus des prédations qui passent. Je crois faire un perfect. Et derrière, vu que je n'ai qu'une force de 4, vu que je n'ai pas chargé, Frametto doit tout tester à 2+. Et sur la dizaine de dés qu'il jette, il fait tout à 2+. Aucun 1. C'est horrible. Heureusement pour moi, Mazdamundi n'est pas loin avec la grande bannière. Et mes chevaliers de sang-froid vont réussir leur test de commandement avec un malus aberrant grâce à la flegme. Et ça, c'est toujours pratique. Derrière, c'est le pugilat central, 26 Saurus, un truc comme ça, contre 9 chevaliers de Khorne, 2 écarisseurs, un Gorgon full énervé, un canon toujours de flanc et Skarbrand. Il n'y a plus aucun perso pour tanker quoi que ce soit en défi. Je me fais oblitérer le régiment. En plus, les chevaliers, les écarisseurs, le Gorgon ont la haine. Alors là, c'est le massacre absolu. Et en plus, et c'est ça le pire, c'est qu'il me reste un Saurus, un seul, qui va s'enfuir. Il s'enfuit de celui qui lui a fait le plus de dégâts, et c'est Skarbrand et les écarisseurs. Il va s'enfuir de l'autre côté, et ce qui fait que ça va poursuivre, ça va tenter des dingueries. Il y a de la poursuite, il y a des embouteillages de partout. Skarbrand va faire 12 pattes percées, et en plus donc va totalement sortir de l'axe de Grimlock et de Kroq-Gar, ce qui m'énerve un peu. Le canon et les écarisseurs vont se réfréner, le Gorgon va foncer tout droit et va impacter presque la Ziggurat, tandis que les chevaliers vont être bloqués par un mauvais jet de la part des reformations. Bref, c'est assez embouteillage encore une fois, il y a trop d'unités sur mon flanc gauche, ce qui m'arrange quand même, mais Skarbrand qui perce ma ligne, c'est assez terrifiant, mais heureusement, c'est mon tour au tour 4. C'est mon tour au tour 4, les Saurus viennent de mourir, ça va faire encore un point pour Khorne, ça rigole plus du tout. J'ai une solution, j'ai peut-être une solution. Mes entérodactyles ont pour cible les chevaliers de Khorne. Je peux peut-être faire une dinguerie à ce moment-là, et surtout j'ai Mazdamundi sur leur flanc. Et là je me dis, non, je peux pas laisser ce régiment disponible, surtout que là, certes, Kroq-Gar il vient d'arriver, mais il y a des écarisseurs, un canon, un Gorgon, un bloc de 9 chevaliers avant Skarbrand face à lui. Donc il y a trop de monde, il faut que je réduise, et là je me sens plus poussé. Je charge avec les enterros sur les chevaliers qui sont leur cible avec les crapauds, et j'ai Mazdamundi qui charge également sur les flancs. Donc autrement dit, j'ai double charge de flanc. Mazdamundi sur un flanc et entérodactyle sur l'autre. J'ai également Kroq-Gar et le Troglodyon qui chargent les écarisseurs de Khorne droit face à eux. Et au tour 4 arrivent également depuis les broussailles et la jungle les renforts de Oxyotul, les 10 caméléons et les 10 derniers skinks qui lui restaient pour cette bataille, pour venir un tout petit peu amener de stress
aux chiens de corne face à eux, même si c'est quand même des tanks APV face à des fléchettes force 3. En mouvement, j'avance un petit peu justement mes tireurs pour qu'ils puissent être apportés des chiens de corne. Les guerriers tombes viennent verrouiller le centre, ils se retournent et réavancent un peu pour tout simplement sortir de l'axe de vue de Skarbrand et lui faire perdre tout un tour. Le Kroxigor vient rediriger les guerriers du chaos parce qu'il est hors de portée de la magie adverse, ou en tout cas pas de la magie mais de l'objectif adverse. Ça m'arrange et le Bastiladon lui restera à portée parce qu'alors là il y a de la magie à tenter, j'ai pas le choix, il faut absolument que je grille mes ennemis. À la magie, j'espère enfin dépasser au moins le 7 en termes de magie, ou le 8. Et je fais 4 et 2, aucune canalisation, voilà, c'est catastrophique. Avec Mazdamundi quand même, le premier prêtre Mashlan de la seconde génération, j'arrive pas à dépasser 8 à la magie. Je tente un bouclier de Fa en zone à -1 pour être touché au corps à corps et je le réussis pour un tour complet. Frametto n'arrivera pas à me dissiper. Je tente le Birona sur Kroggar, donc pour qu'il ait la frappe toujours en premier. Je le réussis, mais ce coup-là, Frametto me dissipera et j'ai plus assez de dés pour faire ma machine solaire. Ça me saoule. Au tir, les skinks et les caméléons vont tirer sur les chiens. Ça doit balancer en tout 40 tirs empoisonnés sur les chiens et je vais faire 4 PV. 4 PV sur les chiens de corne parce que les invus 5 pleuvent chez Monsieur Frametto et c'est une aberration. Au corps à corps, les massacreurs contre les 4 derniers chevaliers. Heureusement pour moi, je suis hors de portée, mais malheureusement pour moi, mes chevaliers sont annihilés par la puissance de corne encore une fois, et les massacreurs vont foncer en avant parce qu'ils avaient envie de continuer sur leur lancée. Enfin, véritablement, ils m'en tuent 3, je réussis pas mal d'armure, il m'en reste 1, je m'enfuis, il me rattrape. Bon, je suis hors de la ligne, c'est pas grave. Le Kroggar et le Troglodyon contre les carisseurs de cornes. Bon là par contre c'est pas la même mon coco quand Monsieur Kroggar il arrive. Les écarisseurs vont quand même frapper avant mais lui feront aucun dégât. L'attaque après derrière rien que de Kroggar et de son Carnosaur qui met des 3 PV à chaque attaque. Alors là ça passe littéralement à travers. Ça fait une charge irrésistible avec le Troglodyon et viennent impacter tous les deux le Gorgon de flanc. Dangereux parce que le Gorgon a le coup fatal héroïque dans ce jeu. Mais bon, mon adversaire va plutôt vouloir manger le Troglodyon que Kroggar, car il veut un face-à-face, du plaisir bien sûr. Ensuite, c'est Mazdamundi et les Entérodactyles contre les 9 chevaliers du chaos. Je perdrai un Entérodactyle par la riposte des chevaliers du chaos. Les chevaliers du chaos frapperont Mazdamundi et je tankerai avec mon invulnérable de 4+. Par contre, après derrière, il y a 5 chevaliers de corne qui seront abattus enfin 4 qui seront abattus par les Entérodactyles en coup fatal. Très très belle charge des Entérodactyles. Et derrière après, un chevalier de corne sera tué par les touches d'impact du Stégadon. Sachant qu'ils n'ont fait que 2 PV de leur côté qui sont pris de flanc avec la grande bannière en plus qui les attaque. Les chevaliers vont dérouter, ils seront mis en fuite et poursuivis par les entéros mais pas rattrapés. Il y a même un chevalier du chaos qui va mourir en test de terrain dangereux en passant à travers tous ses ennemis sur la table. Et Mazdamundi lui se réfrène pour rester à portée du décor central à la fin du tour 4. Et soit dit en passant, il est passé derrière Skarbrand, les Entérodactyles étant eux bloqués juste au même endroit. Donc là j'ai réussi à nettoyer ce côté là entre les chevaliers, les écarisseurs. Bon certes le Gorgon est impacté au corps à corps par Kroggar et le Troglodyon, mais ça va se passer au tour d'après. Voilà, donc c'est plutôt pas mal. J'ai pas donné de points, sauf malheureusement les Saurus qui se sont pris 4 régiments dans le tour 4 de Corne. Donc ça fait à la fin du tour 4 5 points pour Corne. Je suis plutôt à l'abri parce que là il n'y a rien en termes de visuel qui lui permettrait de marquer des points au tour 5. Je suis plutôt à l'abri. Et derrière après, je tente mon rituel avec Mazdamundi parce qu'il est plus au corps à corps. Il a massacré les chevaliers de corne et est resté maintenant stoïque sur place. Et je réussis mon 4+, encore avec plaisir. Ce qui fait que je suis à 3 points. Je suis à 1 point de réaliser mon rituel et que les forces de corne, elles sont à encore 3 points pour essayer de me le corrompre et à 4 points pour essayer de me le briser. Mais encore une fois, c'est pas fini, tout se joue sur des dés à Warhammer. Pour le tour 5 de Corne, les guerriers du chaos de Corne bien évidemment viennent charger le Kroxigor
qui est là justement pour les rediriger. Les sanguinaires vont légèrement rester sur place mais avancer pour venir mettre la pression sur les gardiens du temple, parce que Frametto comprend que j'arrive à passer mes 4+, et que là surtout il va falloir aller impacter Mazdamundi, et il a plus grand chose au final autour de Mazdamundi, donc il essaie de ramener du monde, mais il reste quand même à légère portée de l'obélisque pour me gêner. Derrière après, il va louper le ralliement de ses chevaliers de corne et donc va continuer de s'enfuir vers le bord de table le plus proche, va traverser Bastiladon mais n'aura pas de dégâts là-dessus. Il va ramener ses massacreurs et retourner ses sanguinaires pour venir voir Grimlock, Croc-Gar, le Troglodyon, et pour venir encore une fois apporter de la masse au centre avec ses massacreurs. Donc ça fait beaucoup, hein, ça fait beaucoup, il y a beaucoup de monde. Il retourne bien évidemment Skarbrand pour voir Mazdamundi, sa cible bien sûr, évidemment. Et à la magie, eh ben, Frametto fait un 7, et donc l'œil se ferme, les dieux du chaos se désintéressent de ce corps à corps et de cette charge de Skarbrand dans les rangs de la Lustrie. Le canon étant maintenant reformé vers l'Aziggurat du flanc droit, va viser les Intérodactyles et Mazdamundi dans sa ligne. Heureusement, quelle ville Frametto, hein, quelle ville Frametto, il essaie de m'enlever les PV au lieu de noblement venir me les enlever au corps à corps. Il va venir me décapiter un Entérodactyle avec son crâne enflammé, mais j'ai de la chance. Le boulet se plante au pied de Mazdamundi, ne lui infligeant aucun dégât. Au corps à corps, bon, le Croxigore a un PV contre des guerriers du chaos assez énervés, se fait oblitérer. Les guerriers du chaos donc chargent et poursuivent à travers. Du côté de l'autre corps à corps qui se passe, c'est le Troglodyon plus Croc-Gar contre le Gorgon. Donc, comme je l'explique à Frametto, j'ai initiative 3 avec quasiment partout, ici même, ainsi que le Gorgon. Et là, Frametto décide de mettre toutes ses attaques sur Croc-Gar. Voilà, alors, noble attaque de corne face à face, duel entre Monsieur Mazda, Monsieur Mazda, Monsieur Skarbrand, ou alors Monsieur Croc-Gar, Monsieur Skarbrand. Non. Il décide, ce vil, de mettre toutes les attaques sur Croc-Gar, parce que si le one-shot Croc-Gar est à portée de l'objectif central, parce qu'encore une fois, hein, le Gorgon peut avoir un coup fatal héroïque, c'est terrifiant. Il va mettre toutes les attaques sur Croc-Gar, et avec une force de 6, rappelons-le, sur un Gorgon, et avec une armure de seulement 4 sur Croc-Gar, invulnérable 5, il me met 5 blessures dans la tronche à force 6, endurance 5. Et le pire, c'est que je loupe mes 5 invulnérables sur Croc-Gar. Oh là là, Croc-Gar descend à 3 PV. C'est terrifiant parce qu'il frappe en même temps que le Gorgon. Par contre, après, derrière, il va mettre plus le Troglodyon, plus son Carnosaure, toutes les attaques, et rien que Croc-Gar et le Carnosaure défonceront le Gorgon en vengeance suprême. Mais là, Croc-Gar est à 3 PV, il n'a aucune chance de faire face à Skarbrand et d'y survivre. Mais c'est pas grave, c'est la stratégie de mon adversaire, il a eu raison, c'est stratégique de faire ça. Mais aïe aïe aïe, qu'est-ce que ça fait mal. L'homme bête par contre est tué, il n'y a plus d'homme bête sur la table d'ailleurs, mais quand même, mauvaise surprise pour moi. Donc tour 5, je ne peux pas poursuivre avec Croc-Gar et avec le Troglodyon parce qu'ils viennent de faire une charge irrésistible. Et je peux même pas charger parce que Mazdamundi et les Intérodactyles sont devant. Je peux pas aller charger Skarbrand avec mon Croc-Gar. C'est terrible, donc il faut que, encore une fois, j'utilise le mouvement pour ralentir mon adversaire. Je lui offre un bait. Bah, j'ai rien d'autre à faire, je lui offre un bait. J'ai pas le choix, je vais tout mettre en place pour ma magie. C'est mon atout que mon adversaire n'a pas. Je peux peut-être faire une surprise, on n'en sait rien. Je mets, avec une reformation de Mazdamundi face à Skarbrand, mais légèrement décalée, je mets Croc-Gar à 3 PV face à Skarbrand. Et mon Troglodyon, sachant que je ne sais pas trop bien quoi en faire, je le mets vers les sanguinaires. Voilà, j'ai pas vraiment de choix. Je le place là parce que je sais pas vraiment quoi en faire, je vais pas vous mentir. Cette figurine est assez dure à jouer en V8 et c'était ma première fois vraiment que je l'avais. Bon, d'ailleurs, c'est une figurine qu'on m'a filée exprès pour le rapport de bataille, merci Graou. Je sais pas trop quoi en faire, donc j'essaie de la placer pour au moins protéger l'arrière de Croc-Gar
si jamais les sanguinaires veulent tenter une charge abyssale pour venir aider Skarbrand. Je ne sais pas, je tente. Juste avant tous ces mouvements, je ne l'ai pas précisé, mais les gardiens du temple, je vois de flanc les guerriers du chaos. C'est une occasion à pas manquer. Je charge sur le flanc avec mes gardiens du temple. Question de, là aussi, détruire cette unité qui approche. Et surtout pour me reformer après face aux massacreurs grâce à ma percée. Espérons que ça se passe comme ça. À la magie, c'est là où il ne faut pas tout manquer. Il faut que je booste Kroq-Gar avant le corps à corps contre Skarbrand. Je fais 5 et 3, je n'ai encore une fois aucune canalisation. J'en reste encore à 8 dés, quoi. C'est terrifiant. Donc, je me tâte énormément. Est-ce que je enlève des PV à Skarbrand parce que quand même, là, mon adversaire, hein, le défi, blablabla, mais il m'a quand même enlevé 2 tiers de ma vie sur mon personnage combattant. J'ai pas de race, hein, je balance 2 regards de Shem sur Skarbrand. Et en plus, je me dis que je vais lancer ma machine solaire dessus parce que j'y vais. Et là, justement, Frametto fait allez, vas-y, j'ai pas peur. Et vas-y, je ne disriperai rien. Donc voilà, au moins il est sport un peu sur le beau jeu. Je balance mon regard embrasé de Shem avec Kroq-Gar. Je touche Skarbrand, je lui fais aucun dégât. Derrière, après, je balance avec Force 6 avec Mazdamundi sur Skarbrand. Je lui fais 4 PV. Enfin, 4 blessures. Pardon, 4 blessures et 2 PV seront enlevés malgré l'énorme invulnérable contre la magie de Skarbrand. Et après, derrière, la machine solaire sera tentée sur Skarbrand également. Et en plus, je enlève rien du tout parce que je ne fais qu'une force de 5. Et avec son endurance 6, je ne passerai rien. Et enfin, il me reste suffisamment de dés. Il me reste 4 dés pour tenter la frappe toujours en premier sur Kroq-Gar. C'est mon seul moyen de d'avoir une chance contre Skarbrand. Je passe mon sort et Frametto me le dissipe parce que qui me l'a dit, je dissipais pas quand t'attaquais Skarbrand, mais là t'essaies de booster sur sa cible, son ennemi. Eh bien il m'a dissipé et ville chacal, voilà j'ai envie de dire. Espèce de vilain corneux. Voilà, donc là Kroq-Gar et Vanilla à 3 PV contre un Skarbrand qui en a 4. Ça va être compliqué, ça va être très compliqué. Pour les tirs, mes skinks qui ont vu les chiens se tourner vers eux, balance encore 40 tirs empoisonnés, plus Oxyotool, hein, et ne feront que 3 PV dans les chiens. C'est terrifiant, j'ai vraiment pas de chance. Et Frametto en a beaucoup. Et au corps à corps, les gardiens du temple contre les guerriers du chaos. Je vais arracher, alors que j'ai quand même la haine et force 5, je ne vais enlever que 4 guerriers du chaos. Et en face, alors qu'il frappe avant moi avec son initiative de 5 et qu'il a seulement une force de 4, il va également me retirer 4 gardiens du temple. Ce qui fait que malgré le fait que je charge de flanc, il testera avec peu de pertes sur ses commandements. Il fait un test à, je crois, il fait un 3 au commandement ou un 4. Ce qui fait que les guerriers du chaos tankent complètement ma charge de flanc, exposant mon propre flanc aux massacreurs. Comment j'ai pu louper ce corps à corps, je me le demande encore. Aujourd'hui, les dés n'étaient simplement pas avec moi. Mais, le corps à corps, le combat, tout ça, c'est le tour 5. Il ne reste plus qu'un seul tour à Khorne. Il n'a que 5 points. Voilà, tout est faisable comme tout n'est pas faisable. Et je teste à 3+, parce que les sanguinaires... Pardon, j'avais dit qu'ils étaient encore apportés, mais non, ils étaient plus apportés. Donc là, j'ai un malus de moins. Je teste à 3+, avec Mazdamundi pour réussir mon sort ou pas. Et passer donc à 4 points. Et donc réussir l'activation de la toile géomantique. Et au tour 5, je me foire. À 3+, je fais 2. Ce qui fait qu'on est à 5 points pour Khorne, 3 points pour les hommes lézards. Personne n'a encore gagné le scénario. Et si ça se passe comme ça, ça sera au point. Et pour l'instant, je me fais étaler. Tour 6, dernier tour de Khorne. Le tour 6, dernier tour de Khorne. Évidemment, comme je l'avais pressenti, les massacreurs viennent me charger le flanc de mes gardiens du temple. Et là, comme je ne l'avais pas senti, les sanguinaires, certes, viennent sur le troglodyte. Je me suis dit, ça va, endurance 5, ça devrait pouvoir tanker. Il a quand même pas mal de PV. Mais j'avais oublié le canon à crâne qui était également apporté. Au secours!
Au secours, c'est terrifiant, mais ça se passera comme ça. La charge du canon à crâne des sanguinaires sur le troglodyte qui réussit. Les sanguinaires vers l'obélisque vont continuer d'avancer. Le ralliement des chevaliers de corne sera réussi. En plus, derrière, la charge de Skarbrand, bien sûr, contre Kroggar sera également faite. Et là aussi, en mode craquage complet, parce que de toute façon, il n'a plus rien à perdre et ce qu'il cherche à faire, c'est des massacres. Les chiens de corne viennent charger Oxyotul et ses tirailleurs caméléons. Et là, les tirs de riposte vont mitrailler et détruire les chiens de corne, parce qu'il ne faut peut-être pas déconner, mais à un moment ou à un autre, les empoisonner, il faut que ça passe. Ce qui fait que en magie, c'est Slaanesh qui tape la table, parce que d'un seul coup, le prince du plaisir vient garder, ce qui fait que tout le monde est venu voir cette table. Heureusement pour moi, rien n'est fait par Slaanesh sur la table. Pas de tir disponible. Et donc, corps à corps. Au corps à corps, les gardiens du temple contre les guerriers du chaos et les massacreurs. C'est terrible. C'est terrible parce qu'il n'en aurait fallu qu'un seul. Un seul de mes gardiens du temple pour qu'il soit indémoralisable et que ça puisse en plus s'écarter du décor et ne plus être à portée. Sauf que Frametto fait un perfect en termes de kill. Il me tue pile poil mon régiment de garde du temple au PV près, ça faisant qu'ils sont à portée du décor et donc permettent de marquer un point de plus pour les forces de corne. Ils en sont à 6. Du côté du troglodyte plus le char contre les sanguinaires, et ben les touches d'impact du char font 7 points, il fait un 6+1, il est en charge, il a force 6, et il fait un perfect à 3+. Le char one-shot le troglodyte, qui est pile poil à 3 pas. Au secours. Deuxième point de marqué, ça fait 7 points pour Khorne. Et en plus, Frametto a l'audace de faire une percée avec son canon et de venir impacter Kroggar contre Skarbrand avec son canon. Heureusement, on a lancé un défi. Le canon ne peut pas apporter de résultats, ou en tout cas de PV en moins sur Kroggar. Skarbrand a 4 PV, Kroggar en a 3. C'est le défi. Mais malheureusement, vous vous en doutez bien, c'est terrifiant. Skarbrand perd d'armes, frénésie imperdable, haine relançable durant la partie tant qu'il est en vie. Il a CC 10, initiative 10, il a donc au moins 8 attaques. Force 6, annule armure, plus la haine. Sachant que je n'ai pas la frappe en premier, je ne peux pas le taper d'abord. Il va tout me mettre dans la tronche. Au moins 7 PV sont enlevés sur Kroggar. Je me fais one-shot. Kroggar, s'il vous plaît. Le seigneur légendaire des hommes lézards, présent depuis la première incursion du chaos, est abattu par son ennemi ancestral, qui est un démon majeur de Khorne. Skarbrand est donc victorieux de ce défi, sans même avoir vraiment transpiré. Mais, ce faisant, certes, il marque le 8e point, alors que je n'ai toujours pas réussi mon rituel en tuant Kroggar, mais il se met face à Mazdamundi, de flanc, prêt à en découdre. C'est la fin du tour 6 de Khorne. Ils ont réussi leur objectif de faire 8 kills sur cette bataille. Autour des objectifs, je n'ai toujours pas réussi ma toile géomantique. Skarbrand a 4 PV, Skarbrand est devant moi, il est de flanc. Aucune pitié. Tant pis, si on doit mourir comme ça, on mourra comme ça. Mazdamundi est habité d'une rage qu'il n'a pas connue de toute sa longue existence. Il veut venger la mort de Kroggar, sachant qu'il me reste un point à faire. C'est extrêmement stupide de faire ça, mais je le fais. Je charge de flanc Skarbrand, parce que j'ai trop de PV. Il pourra pas me tuer, et au bonus fixe, je vais lui faire mal. Ou en tout cas, je vais essayer. Il n'a que 4 PV avec une bonne charge, et de bonnes attaques de mon Stégadon, ça peut passer et tanker sur mes PV, mon invulnérable. Je charge de flanc ce monsieur. C'est sans pitié que je vais le faire. Derrière après, j'ai plus que des mouvements. Mes Skings se rapprochent pour pouvoir tirer sur ce canon vil qui a osé s'en prendre à mon troglodyte et surtout à Kroggar avant qu'il ne meure. Et mon Bastiladon fait face aux guerriers du chaos, aux massacreurs, aux chevaliers ralliés et aux sanguinaires qui approchent. Il se met
hors de portée, hein, bien sûr, du décor au cas où, mais de toute façon, c'est la fin du jeu. C'est mon dernier tour, c'est à ce moment-là. Et là, la magie, je fais 5 et 3, donc je fais encore et seulement 8. Je n'ai pas dépassé 8 de la partie. Toujours pas de canalisation de Mazdamundi. Et alors là, c'est tout balancé. Je balance la protection de face sur Mazdamundi pour avoir -1 à être touché au corps à corps. Je le réussis, c'est indissipable de la part de Frametto. Je lance la CC10, initiative 10 sur Mazdamundi. Je la réussis, Frametto me la laisse passer. Et je lance la frappe toujours en premier, plus un de mouvement, enfin double mouvement et plus une attaque sur Mazdamundi. Et ce coup-là, Frametto arrive à me dissiper. Je buff totalement Mazdamundi pour le corps à corps. La seule chose que j'arrive pas à faire, c'est lui faire gagner une attaque et la frappe toujours en premier, ce qui m'aurait bien arrangé. Encore une fois, Frametto est très intelligent pour ses dissipations. Ma Bastire va balancer encore une fois 40 tirs empoisonnés plus Oxyotool sur le char pour venger la mort de Kroq-Gar et va laisser le char à 1 PV. C'est une aberration, sérieusement. L'armure à 3, les invus à 5, au secours, au secours, au secours. Et donc c'est le corps à corps final. Mazdamundi contre Skarbrand. Mazdamundi qui vient lui mettre 3 PV dans la tronche en touche d'impact. Skarbrand qui frappe Mazdamundi qui ne retirera qu'un seul PV. Merci l'invulnérable de 4. Voilà dans ta tête. Quasiment tout est tanké grâce à mon invulnérable de 4. Je fais un énorme jet. Mazdamundi lève sa masse qui peut briser, on rappelle, les armes magiques de l'adversaire. Je frappe, je touche grâce à la haine de Skarbrand qui est donc présent sur la table. Mais malheureusement, je ne blesserai pas Skarbrand. Skarbrand n'est plus qu'à 1 PV. Et heureusement, mon Stégadon ancestral arrivera à blesser Skarbrand une seule fois. Il a une invulnérable de 5 à tenter. Et Frametto l'échoue au dernier tour. Je détruis Skarbrand au corps à corps avec un prêtre Mashlan sur un Stégadon. Je venge la mort de Kroq-Gar. Et surtout, le plus important, je me sors du corps à corps parce que je me réfrène pour ne surtout pas aller au contact du canon qui est juste à côté. C'est la fin de partie. Les corneux ont 8 points. Je n'ai pas le choix. Je dois réussir mon jet ou alors le grand bastion est détruit. Le bastion blanc est détruit vu que les corneux ont atteint le chiffre de cornes. Et même si j'ai réussi mon sort, il sera corrompu parce que les massacres ont été trop grands. J'ai heureusement pour moi un jet à -1 parce qu'il y a quand même des démons au bord du décor central. Mais le reste après n'est pas là. Autrement dit, je jette et je réussis à activer la toile géomantique. La toile géomantique s'active avec un Mazdamundi qui lève les bras. Les corneux voient la lumière se dresser. Mazdamundi a réussi, mais malheureusement, il voit que son sortilège n'est pas assez puissant. La corruption de cornes a été présente. Et voilà la fin de cette bataille. Au secours. En termes de points, je suis complètement explosé. Même si Mazdamundi est toujours en vie avec un Bastiladon, Oxyotool et 2 packs de Skink, tout le reste est mort. J'ai perdu Kroq-Gar à cette bataille. Première sortie de Kroq-Gar pour une bataille officielle. Il est mort, ce qui va changer beaucoup de choses aussi pour la Lustrie. Qu'est-ce qui s'est passé en termes de résultats? La toile géomantique a réussi à être activée, mais malheureusement, les corneux ont réussi aussi à faire leur massacre. Est-ce que j'ai fait un peu trop de mauvais placements? Malheureusement, je pense que oui. J'ai mal calculé vraiment beaucoup les nuées, par exemple. J'ai un peu offert ça à mon adversaire. La salamandre, est-ce que ça aurait mieux valu le coup de fuir? Je pense que oui. Bref, c'est pas grave. C'est le jeu. Hein, c'est 5000 points. Je venais faire 3 batailles avant. Voilà, c'est comme ça que ça se joue. Hein. Mais c'est pas grave. C'est pas grave parce que le sort est quand même réussi. Autrement dit, au lieu d'avoir fait une espèce d'impulsion énergétique de magie blanche, de haute magie, depuis Exoatl sur des centaines de kilomètres au niveau de la Lustrie et du Nouveau Monde, eh bien, une décharge énergie va quand même être réussie par Mazdamundi. Les démons présents autour, les sanguinaires et le canon qui restait, vont se faire pulvériser par la débauche d'énergie. Mais de l'autre côté, ça n'empêchera pas les mortels d'être toujours là. Il restait quelques guerriers du chaos présents. Et tout simplement, cette
ligne géomantique, cette ligne de magie, va tout simplement devenir un simple mur défensif, exactement comme il se passe au Bastion Blanc ou au Grand Bastion, et seulement sur la toute petite échelle du nord d'Exoat, le petit Mexique que nous avons dans le monde de Warhammer, pour bloquer en fait tout simplement les futurs renforts qui vont arriver du nord. C'est assez terrifiant ce qui vient de se passer, parce que vraiment, ok, la frontière nord de la Lustrie est maintenant protégée d'une attaque ennemie, mais ça ne va absolument pas empêcher les côtes d'être attaquées par les raiders, par les humains en plus, parce que c'est surtout eux qui vont maintenant foutre le bordel. Du côté des démons et des corneux, il reste plus beaucoup de chefs, par contre, il reste vraiment plus beaucoup de chefs, mis à part le preneur de crâne, Scylla, et en personnage nommé, et surtout Argroth, qui est le personnage que nous avons donc mis canon dans notre fin des temps, qui est le personnage, le lieutenant de Valkia, qui est là depuis le début et qui était présent sur cette table au milieu des massacreurs, qui est compté comme un chef massacreur un peu amélioré. Il est là. Il est là, il est présent, et c'est donc certainement lui qui va prendre le commandement des forces de Khorne, même s'il va devoir assumer et affirmer sa puissance. Donc autrement dit, les têtes dirigeantes de Khorne ont été détruites, ça c'est sûr, grâce au moins à la puissance des hommes lézards. Mais les hommes lézards ont perdu Kroq-Gar. Ça c'est terrible, 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 terrible. Et surtout, Mazdamundi, grâce à la toile géomantique, vient de l'activer, vient de se retéléporter à Exoatl avec Oxyotul et ses skins qui, eux, sont toujours en mode guérilla. Le nord est verrouillé par la toile géomantique qui ne forme donc maintenant plus qu'une espèce de barrière sur le Mexique de Warhammer, sur l'échelle des terres du nord des terres de Lustrie. Mais derrière, les hommes lézards passent en mode défense. C'était l'occasion, cette bataille, que les hommes lézards passent en contre-attaque en bannissant les démons de Khorne et en remontant le nouveau monde en mode rouleau compresseur des forces d'Itza, des forces d'Exoatl, etc. Malheureusement non, le chaos s'est énervé, extrêmement énervé, full Khorne, un seul tir de canon et zéro magie. Je n'ai réussi à passer que 7 sorts, et encore je pense que je me loupe en disant 7 sorts sur toute une bataille à 5000 points. C'est terrifiant, terrifiant. Mais c'est comme ça, c'est notre fin des temps. Donc, Argroth, le champion qui a traversé la carte depuis la première bataille de Valkia, va prendre le commandement des forces de Khorne, mais il sera désormais bloqué au nord de la Lustrie tant qu'il n'a pas trouvé de zone faible dans la toile. La Lustrie s'est donc faite enfoncer par les puissances de Khorne, obligeant donc les Slann à alimenter la toile géomantique pour qu'elle conserve sa puissance, parce que le sort a été corrompu par Khorne, obligeant donc les Slann à devenir un peu léthargiques, et surtout à Mazdamundi, enfin plus léthargiques qu'ils ne sont, et à Mazdamundi à rester à Exoatl pour maintenir le plus de sorts possible sur lui-même. Cependant, la force de la chasse sanglante ont lourdement subi. Skarbrand est tué. Alors là, en plus, il a été tué par sa propre cible, même si il aurait pu empocher le crâne de Kroq-Gar et le ramener au pied de Khorne. Et bien là, il vient de se faire battre au corps à corps par une créature qui est faite que de magie, ou presque. Alors là, déjà qu'il n'est pas aimé de Khorne, il va vraiment, vraiment être tabassé. Taurox, malheureusement, est mort par son scénario. Voilà, c'est incroyable qu'on ait réussi à faire ça en plus sur cette bataille. On ne vous ment pas, vraiment, c'est vraiment des vrais jets qu'on a fait. Il n'y a pas de... Scénaristiquement, c'est cool. Non, on a vraiment suivi les dés. Et c'est ça que j'adore dans cette fin des temps. Et c'est assumé, Taurox est mort, Kroq-Gar est mort. C'est assumé, voilà. Il n'y a pas de... Allez hop, un bifton pour qu'il revienne. Non. Ils sont morts, je suis désolé, mais c'est comme ça. Mais voilà, c'est beau, on en est arrivé là. Il faut maintenant, en Lustrie, que les hommes lézards attendent que le chaos, que la puissance du chaos qui vient taper contre leur toile géomantique et leur porte au nord se calme, ou ait au moins la moindre accalmie. Ça ne pourra pas venir d'eux. C'est terrible, mais ça ne pourra pas venir des hommes lézards, alors que c'était quand même un bon espoir qu'on avait. Et surtout, il ne faut surtout pas que les hommes lézards soient pris dans le dos au niveau des Slann. Et c'est là qu'est tout le danger. C'est que Mazdamundi, grâce aux visions d'Oxyotul, sait une chose. Les Skaven ont débarqué en Lustrie. Le clan Pestilence, le clan pestilien, est prêt. Et bien sûr qu'il va frapper. Si les Skaven arrivent à abattre les Slann qui maintiennent le sort, c'en est fini de la Lustrie, ou presque. Elle va devenir assiégée et non plus défensive. Bref, la guerre de notre fin des temps est loin d'être finie. La Lustrie n'en est qu'au début de cette terrible guerre.
J'espère que ce rapport de bataille vous a plu. Merci à Torek pour le tapis de jeu. Bien évidemment, vous voulez vous le procurer. Vous avez le code promo. Les figurines officielles. Merci aux dons du troglodyte, des décors, de certaines unités. Il y en a trop à dire. Merci à la commu. N'hésitez pas à soutenir la chaîne si vous voulez avec le Tipeee ou avec les partenaires. Rejoignez-moi sur Instagram également si vous voulez avoir en petite avant-première certaines photos des parties. Si vous êtes tipeur, vous avez accès directement aux prémices des batailles quasiment une semaine avant. Donc n'hésitez surtout pas, ça fait toujours plaisir. On continue de se développer, la fin des temps continue. Prochain coup, on se retrouve en Ultuan pour continuer la guerre Tourkai-Assour. Merci à tous, on se revoit bientôt pour une autre bataille All World, certainement. Portez-vous bien, il reste un mois à la campagne. Faisons-nous plaisir avec nos pitous de plastique. Bisous, ciao et à la prochaine. Portez-vous bien. Ciao.